Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. J'en ai eu l'envie après la demande de l'une de mes estimées candidates et abonnées, ma chère Tania. Et donc, je vous propose cette semaine un épisode dédié à mon partage d'expérience sur ma propre démarche de VAE. L'objectif, c'est ici de vous démontrer que la démarche de VAE elle est difficile pour tout le monde, même pour moi dans ce métier, de vous montrer qu'on peut malgré tout en tirer des enseignements, des apprentissages pour grandir. C'est un épisode un peu long, je vous préviens, mais prenez une boisson et puis retrouvez-moi juste après ce court générique. À tout de suite. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Conseil VAE de la semaine. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, je me présente, je m'appelle Julien, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un Master 2 que j'ai obtenu par la VAE, qui va faire l'objet de l'épisode d'aujourd'hui. Je suis également coach professionnel certifié. Mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching professionnel, la formation et bien sûr la VAE. J'accompagne à la VAE avec mon équipe de coach depuis 2015 sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces, de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE et j'espère de tout mon cœur vous aider à la réussir. Alors, avertissement, bien sûr, pour cette vidéo, cet épisode, également disponible en podcast. Je vous rappelle absolument à prendre en compte que chaque parcours VAE est unique, qu'il va falloir vous renseigner auprès de vos certificateurs sur les délais, les coûts, les exigences de la démarche, parce que si vous si vous prenez un accompagnement, hein, les modalités de votre accompagnement, parce que là, moi, je vais vous parler de mon expérience, mais elle est, comme je l'ai dit, unique. Donc, renseignez-vous en ce qui vous concerne. Mon retour d'expérience est forcément biaisé aussi parce que j'accompagne à la VAE. Je connais, je pense, relativement bien le dispositif, même si on peut toujours progresser. À l'époque où j'ai entamé ma démarche de VAE, on est en 2019, j'ai déjà accompagné un peu plus d'une centaine de candidats à la VAE sur différents diplômes. Et donc, du coup, je me dis aussi, je vais faire un peu à ma sauce. Voilà. Donc, c'est un simple retour d'expérience. En aucun cas, ce que vous devriez faire, vous y prendre parce que, évidemment, tout le monde est différent. Mais je trouve que c'est toujours utile d'entendre quand même comment les autres ont vécu les choses. Moi, j'apprends toujours de l'expérience des autres, donc voilà pourquoi je vous propose la mienne. Moi, je décide de me lancer en VAE au printemps 2019. Je bosse alors, ça fait 6 ans que je suis dans la formation. J'ai commencé en 2013, à côté de mon boulot salarié. Et puis 2015, donc la VAE. Donc ça fait 3 ans vraiment que je suis à temps complet sur mon cabinet, parce qu'avant j'étais salarié, j'ai progressivement arrêté pour me concentrer sur mon activité d'indépendant à l'époque. Donc ça fait 3 ans que je fais vraiment voilà des projets à la fois en quantité et puis en qualité aussi, parce que j'ai forcément grandi, mûri dans les projets que j'ai accompagnés. Au début je faisais des petites formations bureautiques et puis après je suis monté sur des vrais gros dispositifs de formation. Donc ce qui m'a poussé à engager cette démarche, c'est plusieurs motivations. Je dirais à 80%. La première, c'était vivre la démarche VAE de l'intérieur pour mieux accompagner mes candidats. Et puis aussi, je le dis, gagner en crédibilité, en légitimité, en image professionnelle. Parce que moi, je trouve que quand on a vécu quelque chose, on est encore plus légitime pour en parler. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui l'a pas fait n'est pas légitime. Ça veut dire que quand on l'a vécu, on a été dans le même bateau que les candidats et ça crée aussi une proximité, un lien qui me semble important à moi. La deuxième chose, ce que je voulais, c'était aussi, c'était pas ma motivation principale, mais ça comptait, avoir un diplôme de niveau bac+5, parce que moi j'ai fait des études classiques, hein, DUT, une licence, et j'ai préparé un master 2 en alternance à l'ISCOM à Paris, sauf que je l'ai arrêté. Ça me plaisait pas, je trouvais que c'était nul. Enfin, je trouvais que qu'on formait des gens un peu trop obnubilés par eux-mêmes et je me sentais pas en phase avec les valeurs, donc j'ai arrêté ce truc-là pour me concentrer sur ma vie professionnelle que j'adorais, en me disant, bon, de toute façon, si un jour je reprendrai mes études. Et je connaissais pas la VA à l'époque, hein. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est quand même dommage d'avoir arrêté parce que j'aurais au moins eu le niveau bac+5. Et donc, je me suis dit, là, c'est l'occasion aussi de le faire, de l'avoir. Et en plus, dans un domaine qui finalement me plaît beaucoup plus
que celui que j'étudiais à l'époque. L'ISCOM, c'est la communication. J'adorais la communication, mais on n'a pas du tout le même sentiment d'utilité quand on fait une belle campagne publicitaire, quand on aide les gens à avoir un diplôme, à gagner confiance en eux, en estime d'eux, voire à tous les cas que j'ai eu l'occasion d'évoquer dans mes précédents épisodes. Donc, beaucoup plus utile d'aller vers ce diplôme Bac+5 que le précédent. Et aussi, du coup, une motivation forte. Et puis, j'avais une motivation tout à fait pragmatique, mais moi, mon parti pris, c'est que je vous dis toujours tout. Enfin, j'essaye de vous dire un maximum de choses pour que vous puissiez comprendre. Et j'avais aussi une opportunité de financement, parce que quand on est indépendant, on cotise, comme tout le monde, hein, à la formation professionnelle, et j'avais une opportunité de financement, et je ne me voyais pas cotiser sans utiliser ma cagnotte. Alors à l'époque, c'était, je pense, 750 ou 800 euros. Ça a un peu baissé depuis, donc chaque année, hein, tout baisse. Mais du coup, j'avais une petite opportunité financière et je me suis dit, bah, c'est aussi l'occasion, lance-toi, voilà, ça va te prendre presque 50% du coût de ma démarche, donc je voulais pas la laisser filer et donc je suis parti là-dessus. À côté de ces motivations, vous le savez maintenant, je pense, ceux qui me suivent depuis un moment, je suis quelqu'un qui est quand même assez carré, assez structuré. Je l'étais pas au début, mais je le suis devenu et ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode. La VE m'a encore plus aidé à l'être, mais je me suis dit, c'est pas le tout de prendre des motivations, il faut aussi prendre un engagement envers toi-même. Et je me suis dit, moi, l'engagement que je prends, je veux faire cette VAE, je veux aller au bout. Donc, je vais poser un cadre et un contexte de façon plus globale là-dessus, autour de deux objectifs. Le premier, c'est de me dire, OK, j'y vais, mais je le fais, à l'époque, hein, je me dis ça, je le fais sans délai, sans me fixer de délai, sans pression, parce que je devais déjà à l'époque conseiller une vie entrepreneuriale déjà très très prenante. Pour vous donner une idée, je bosse à peu près entre 60 et 70 heures par semaine, un peu plus même en ce moment. Je le dis pas pour me plaindre, pas du tout. J'adore ce que je fais, donc j'ai même pas l'impression de travailler. Donc ça c'est top. D'ailleurs, je vous conseille d'avoir un métier dans lequel vous avez pas l'impression de travailler. Mais c'est quand même pour que vous vous rendez compte que quand on bosse déjà 60-70 heures par semaine, intégrer une démarche de VAE, c'est un vrai sacrifice en plus. Je le savais, parce que j'ai déjà vu mes candidats qui galéraient avant. Donc ça, j'étais tout à fait lucide et clair là-dessus. Et je me suis dit, je veux pas non plus que ça impacte ma vie pro qui est déjà, ma vie perso qui est déjà complète, ma vie pro en plus. Voilà, je me suis dit, il faut quand même que je me préserve un petit peu en santé mentale. Donc j'y vais, mais j'y vais sans pression et sans délai. Voilà. Le tout, et puis je le fais pour moi. D'ailleurs, j'en ai pas forcément parlé aux candidats que j'accompagnais à l'époque. J'en ai plus parlé vers la fin, mais pas au démarrage. Et puis la deuxième chose que je me suis dit, c'est quoi qu'il arrive, je vais au bout. Je peux pas me permettre de m'arrêter, d'abandonner, déjà par respect pour les gens que j'accompagne au quotidien, à qui je dis, hey, il faut pas arrêter. Euh, Aussi pour moi, hein, voilà, parce que je voulais pas reproduire mon erreur de jeunesse d'arrêter mes études et donc d'abandonner ma VE. Et puis pour mon estime de moi, je me suis dit, c'est un projet auquel je crois, j'ai envie de le faire, donc j'y vais. Et bah, comme tout le monde, hein, j'ai commencé à regarder les diplômes qui étaient sur le marché. Tranquillement, on est au printemps, à peu près mars-avril, je pense, 2019. Et là, moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que d'abord, je vais être dans mon domaine actuel, donc le développement des compétences, la formation pour adultes. Et l'idée, c'est aussi d'avoir un diplôme en lien avec mon niveau d'études initial. Donc, je me dis, je ne veux pas repartir sur un niveau titre de formateur pour adultes ou licence de formateur parce que j'ai déjà une licence. Donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi à ce moment-là. Et je veux faire un gap. Je veux profiter de ça pour faire un gap et avoir mon niveau de Bac+5. Donc, je m'oriente vers un master dans le domaine de la formation pour adultes pour valoriser ma reconversion professionnelle, puisque je viens de la communication, comme je vous l'ai dit. Du coup, je fais un peu le tour de toutes les universités hein, sur les sites internet. Je regarde. Alors, c'est mon métier, ça aide. Quand je regarde les référentiels de compétences des diplômes, je vois tout de suite si je colle ou pas. Globalement, j'arrive à retenir à peu près 2 diplômes et c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant, je sais pas, mais ils sont tous les deux dans ma région, puisque le premier, c'est à l'Université de Lorraine, et le deuxième, c'est à l'Université de Strasbourg, qui est à 1h45 de chez moi. Et donc, du coup, je regarde les deux diplômes. Alors, c'est clair que les deux sont sympas, les deux sont bien, les deux correspondent à peu près à ce que je fais. Et je me dis, bah, c'est vachement bien, mais celui qui me botte le plus, celui que je trouve le plus sympa, c'est le master à l'Université de Strasbourg, à l'Unistran. Alors, pourquoi je choisis ce diplôme? Déjà, 90%, je le choisis parce que le certificateur et le diplôme, ils sont hyper reconnus dans notre milieu, à nous,
du développement de compétences. C'est un des diplômes, je ne vais pas dire les plus cotés, mais enfin, il est coté, il est connu et il est reconnu pour la qualité de l'enseignement. Donc, je me dis, tant qu'à faire, autant prendre un diplôme qui est plutôt coté. Ça ne veut pas dire que celui de l'Université de Lorraine ne l'est pas. On s'entend. Mais c'est vrai que celui-là, je l'ai déjà vu, on en a déjà parlé. Il est bankable, il est sexy. Et puis, il y a aussi des raisons tout à fait pratiques, parce que derrière une démarche de VE, il y a des coûts, il y a des modalités. Il est très accessible parce qu'il y a des accompagnements qui se font, des accompagnements, donc des ateliers collectifs qui se font en présentiel et en distanciel. Et moi, je me dis, si je veux y aller, c'est quand même vachement bien, je suis pas si loin, allez, je le fais. Voilà, donc maintenant que je vous ai expliqué un petit peu le contexte de ma démarche, je vais vraiment passer au déroulé concret. Une fois que j'ai pris ma décision, une fois que mon choix s'est arrêté, je vous explique comment ça se passe concrètement. Je vous rappelle, petit avertissement rapide, je vous donne des repères temporels, donc deux choses à avoir en tête. Tenir compte que moi, j'avais pas d'enjeu de temps. Je suis pas salarié, j'ai pas un objectif d'employabilité à la fin. Voilà, je peux pas augmenter mon niveau, enfin mon évolution parce que je suis déjà mon propre patron. Donc voilà, si je veux m'augmenter, je m'augmente et si je veux évoluer, il faut que je change de vie, enfin de projet professionnel. Donc j'avais pas cet enjeu-là. Et puis l'université m'a dit dès les premiers échanges que c'était long. Que le responsable pédagogique était très pris du diplôme et que ça risquait d'être long. Alors, je pensais bien que ce serait long. Je l'avais déjà vécu avec certains accompagnements universitaires. J'avais pas pris conscience quand ils m'ont dit à quel point ce serait long. Donc, je vous le dis aussi parce que dans les repères temporels, vous allez dire, ah non, mais c'est pas possible. C'est pas parce que moi je l'ai vécu comme ça que ça va se passer comme ça pour vous. Et puis aussi, avec l'expérience, je sais quel certificateur aujourd'hui est long et les autres sont moins longs. Donc, je suis capable de vous guider là-dessus. Le 30 mai, je prends un rendez-vous initial à l'université, donc par téléphone. Rendez-vous initial de positionnement pour qu'ils me disent, ah bah oui, machin, ça peut correspondre, tout ça. En gros, ce que moi je fais en rendez-vous d'exploration, mais en beaucoup plus minimaliste. Et puis c'est vrai que comme moi je sais déjà, j'ai déjà préparé, je sais déjà ce qu'il faut dire, c'est vrai que ça va assez vite. Le 7 juin, donc quelques jours après, il m'envoie le dossier de ce qu'ils appellent recevabilité faisabilité, avec une particularité à l'université de Strasbourg qu'il faut le reconnaître, c'est qu'à l'époque, et a priori au moment où je tourne cet épisode, on est mi-septembre 2023, c'est toujours le cas, il n'y a pas de décision de non-validation. C'est-à-dire on ne peut pas refuser une VAE, donc elle est soit validée totalement, soit validée partiellement. La contrepartie, c'est que le dossier de recevabilité, il est plus conséquent qu'ailleurs, parce qu'en fait, en plus du CV détaillé et du CERFA, donc le document administratif de recevabilité et des justificatifs évidemment, qui prouvent l'expérience, il y a un premier dossier avec un écrit d'une dizaine de pages. En gros, c'est un mini livret 2, si je puis dire. On va expliquer les missions qu'on pourrait présenter et commencer à analyser un petit peu les éléments. Donc, en échange de ce dossier qui est un peu plus conséquent, eux, ils s'engagent déontologiquement à nous donner soit une validation totale ou partielle. Partielle signifiant que dans tous les cas, on peut repasser, on peut essayer d'atteindre la validation totale. Voilà. Ça, je trouve ça plutôt cool, c'est intéressant de leur valoriser ça. Donc moi, j'entame mon dossier de recevabilité à peu près mi-août, je reviens de vacances, mi-août, j'entame mon dossier. Et puis, je mets un peu plus d'un mois pour le faire parce que il y a le CV détaillé d'une part, et puis il y a surtout le livret à constituer, 10 pages. Je veux que ce soit un peu bien. C'est ma crédibilité professionnelle qui est en jeu aussi. Donc, j'essaie de faire un truc un petit peu sympa. Et puis, donc, en novembre, le 8 novembre 2000, je sais plus, 19, voilà, c'est ça. Je me suis trompé dans mes notes parce que pour faire cet épisode, j'ai repris tout. Ça m'a pris un peu de temps, mais je voulais vraiment vous faire un retour factuel aussi. Et je vais mettre mes émotions parce que c'est important aussi l'intérêt d'avoir la charge émotionnelle qui change les motivations, etc. Mais je voulais aussi que vous ayez des dates, des choses très factuelles et j'ai repris les écrits pour ne pas faire d'impair non plus, être le plus juste possible dans mon retour. Et donc j'ai un retour hyper positif de l'université, très informel mais positif. Donc d'abord un premier mail pour me dire l'avis du responsable pédagogique. Donc finalement je me dis ça va, tu vois, on m'a dit c'était long, il répond en moins de 2 mois, enfin pas même peine plus, mais enfin de toute façon au bout de 2 mois tu as la recevabilité qui est automatique. Et donc il me met un truc du genre paraît difficile de ne pas donner un accord favorable à ce candidat dont l'expérience pourtant encore relativement courte. C'est vrai, ça fait que 3 ans que je suis à temps plein là-dessus. Recouvre des domaines variés, du champ IFC, machin, tout ça, la liste des besoins, la pratique, l'animation de formation, la gestion des RH, etc., langue des compétences, enfin bref, vraiment super sympa. Et il me dit, il ajoute, il ne devrait pas y avoir de difficultés, de préoccupations à avoir en tête. D'abord, chercher à mettre en avant la plus grande diversité de projets réalisés.
ce que je comprends et ce que je compte faire, de façon à élargir le périmètre des savoirs et des compétences. Et puis, ne pas oublier l'importance de la problématisation et de la conceptualisation parce qu'on est au niveau master. Ça, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. C'est vrai, on est sur des niveaux d'analyse et de stratégie qui sont très, très importants. Voilà. Donc, le retour va assez vite. Ça m'encourage dans ma démarche. Et puis, ma courbe de motivation, là, elle est au taquet. Je suis à fond les balles. Euh, Tout ça, c'est confirmé par la notification administrative, 2 jours après. Voilà. Et on me dit, bah, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec votre responsable pédagogique pour qu'il vous dise verbalement ce que lui, il en pense, qu'il approfondisse son rendez-vous écrit. J'essaie d'avoir un rendez-vous avec lui, alors c'est compliqué, machin. Je demande 17 janvier un rendez-vous. Il m'en prend un, il me l'annule, il me dit pas qu'il annule, je le relance, enfin bref, malade, tout ça. On arrive à se parler le 12 février et on échange assez bref, mais plutôt encourageant. Il m'explique qu'il y a des attendus forts, que le diplôme il est très coté, blabla, tout ça. Et il attire mon attention sur la problématisation. Je vous en parle tout au long, hein, vous allez voir, c'est un truc qui revient parce qu'en jury, on en a reparlé et c'est un gros sujet, donc je vous en parle. Moi, honnêtement, très, très honnêtement, je comprends pas ce qu'il me dit. Je vais être très clair avec vous. Moi, je viens de la communication, donc j'ai une faculté un peu pas naturelle, je sais pas. En tout cas, j'ai travaillé à essayer de m'exprimer, essayer de faire passer des messages. Et donc, la formation, pour moi, je veux pas dire que c'est inné, c'est pas vrai. Mais enfin, c'est facilité par mes années d'expérience. J'ai passé 10 ans dans la communication. C'est vrai que ça aide à exprimer des messages et à faire comprendre des messages aux gens. Donc, du coup, j'ai pas de théorie de la formation dans ma tête quand je fais des formations, quand je fais de l'accompagnement à l'époque. Je sais pas ce qu'il me dit. Je dis, mais ouais, ça veut dire quoi? Alors, je veux pas non plus lui dire, ça veut dire quoi? Je suis débile, donc explique-moi. Donc, je fais mes recherches, je travaille, j'essaie de comprendre, je regarde je fais vraiment de la veille, de l'auto-formation sur ces sujets. C'est quand même des choses qui sont très, très, très abstraites. Alors que moi, je suis quelqu'un de pratico-pratique, pragmatique, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu perché pour moi, quoi. Enfin bref. Du coup, le rendez-vous se passe quand même super bien. Il est très encourageant. Il me dit ouais, c'est super. Ouais, ça va être facile pour vous et tout ça. Bref. Donc super. Moi, je suis à fond et je me dis bah c'est bien. Lui, il me dit bah ce serait bien quand même de prendre un accompagnement parce que moi, je vais pouvoir vous accompagner sur la partie pédagogique. Vous aurez un accompagnement méthodologique dont vous ne devriez pas avoir trop besoin, mais la partie pédagogique, c'est intéressant. Et c'est vrai que je l'entends et je suis d'accord. Et de toute façon, j'ai le budget, j'ai économisé un petit peu de mon côté, et puis j'ai le budget du FIPL, donc en gros qui me couvre un peu plus de 50% de mon budget d'accompagnement VAE. Donc je me dis, bah j'y vais, c'est comme ça. Donc on contractualise une convention d'accompagnement avec l'UNISTRA le 11 février. Donc moi j'ai choisi l'accompagnement de l'université officielle parce que j'ai à la fois un accompagnement individuel et un accompagnement collectif. Donc je me dis c'est intéressant. Pourquoi je le fais? Bon, déjà, c'est pour être accompagné, évidemment, sinon je ne le ferai pas. À la fois sur la méthodo, parce que moi, je considère qu'on a toujours des choses à apprendre. Et d'ailleurs, quand je parle avec mes confrères, consoeurs, accompagnateurs VE, j'apprends plein de choses. Et puis, c'est surtout, quand même, je reconnais, pour la dimension pédagogique du diplôme, parce que je me dis, bah, le responsable pédagogique, il me dit qu'il va m'aider sur la conceptualisation, ça a l'air de lui tenir à cœur. Bon, il faut vraiment que je comprenne ce truc-là et ça va m'aider, quoi. Et donc, Euh, voilà. Donc, je décide de prendre un accompagnement. En plus, je me dis, deuxième motivation, bah, je vais vivre un accompagnement de l'intérieur et je vais pouvoir comparer le mien, me dire si ce que je fais, c'est pas mal, au contraire, ce que je peux améliorer. Voilà. Donc, je me dis, bah, c'est quand même bien. Puis, dans tous les cas, je me dis, ça, c'est quand même un truc de candidat aussi. Et moi, je vous encourage à l'avoir en tête, c'est que on peut dire ce qu'on veut, mais un accompagnement certificateur, ça sécurise quand même votre dossier. Alors, je devrais pas avoir à le dire, mais force est de constater que c'est plus difficile pour un certificateur qui vous a accompagné, notamment avec le responsable pédagogique du diplôme, de vous dire non, que de vous dire, vous avez compris. Oui, je sais pas si je suis clair. Mais en tout cas, je me dis, bah, ça va sécuriser mon projet, donc je le fais. Et donc en parallèle, je me fais aussi accompagner, mais de façon informelle par des amis qui sont accompagnateurs VAE, simplement sur des relectures, je leur demande leur avis sur le plan, sur des choses comme ça, parce que je me dis c'est toujours intéressant quand même d'avoir des feedbacks. Puis c'est vrai qu'on m'encourage dans ma voix, donc bon après c'est mon métier. Heureusement, heureusement que je reçois pas la lumière et que j'ai pas un scoop en me disant j'avais oublié un gros truc dans le plan, tu vois. Mais je me dis voilà, c'est bien, ça va bien fonctionner comme ça.
Donc voilà, je commence par un premier atelier collectif. Donc mon accompagnement commence en fin mars 2019. Donc vous avez vu, il se passe déjà quand même quelques semaines. Par un atelier sur les attendus de la démarche à l'Université de Strasbourg. C'est intéressant parce qu'ils ont des particularités qui sont quand même spécifiques vraiment à l'UNISTRA. Et donc, moi, pendant cet atelier, je suis super intéressé parce que je découvre vraiment une méthodologie un peu spécifique, pas si éloignée que ce que je fais, mais il y a quand même des petits points intéressants. Et puis, bah, très honnêtement, pendant l'atelier, je me dis, ouais, les missions auxquelles je commence à penser, je dois en présenter deux dans mon livret, ça colle, ça correspond à ce qu'ils veulent, je suis content. Je vais en faire une sur la construction d'un parcours de formation pour un cabinet de recrutement. Et puis, je vais faire une seconde mission sur la co-conception et l'animation d'un parcours hybride qui mêle formation et VAE. Et donc, dans la foulée, moi, je débute sur la construction de mon plan détaillé. Donc, juste après l'atelier, hein, je commence à faire mon plan. L'objectif, c'est, moi, j'aime bien avoir une structure, un cap, savoir où je vais, pour derrière pouvoir me dire, OK, bon, bah, j'ai ça à faire, je vais pouvoir me structurer, me faire un rétro-planning, j'adore fonctionner comme ça. C'est mon mode de fonctionnement, le vôtre est OK aussi. Euh, J'avance vite parce que à ce moment-là, j'ai aussi la motivation des débuts. Je suis dans ma zone de confort, je maîtrise, je connais l'attendu de la démarche, je sais ce qu'il faut faire le lien entre ma pratique, le référentiel du diplôme. Et donc, tout ça me fait gagner un temps fou. Et donc, j'avance très vite sur le plan. En quelques jours, je l'ai fait. Le problème, c'est que mon rythme, c'est clairement pas celui d'université. Je le dis sans ni rancœur, ni animosité. C'est factuel. Je prends aussi conscience que ce que nous, on offre à nos candidats, bah, c'est quand même pas si mal, parce qu'on a une réactivité qui est folle. Hein. Nous, on arrive à faire des rendez-vous dans la semaine ou la semaine suivante, si vraiment on est contraint. Et donc je me dis, waouh, c'est quand même un sacré argument commercial derrière de pouvoir se dire, ouais, nous on est hyper réactif et on accompagne, on est proactif. Quand on n'a pas des nouvelles d'un candidat, on le relance. Enfin, ouais, je me dis, quand même quoi. Et donc fin mars, moi j'ai déjà fait mon choix de mission, j'ai déjà fait mon plan détaillé et je sollicite mon rendez-vous, mon premier rendez-vous individuel d'accompagnement qui tarde à venir. Professionnellement, c'est une période qui est hyper calme. J'ai du temps, ce qui est rare. Quand j'y pense aujourd'hui, je me dis waouh, c'est fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je tourne un peu comme le lion dans sa cage, quoi, en me disant mais purée, moi j'avance et j'arrive pas à avoir de rendez-vous, quoi. Et en parallèle, je suis relativement confiant quand même sur ce que j'ai fait. Donc je me dis, bah, j'avance tranquillement dans ma rédaction. Et au pire, ils me disent, il y a deux, trois trucs qui vont pas, j'ajusterai. Je vous déconseille de le faire vous. Euh, le 2 mai, on désigne enfin mon accompagnatrice méthodologique qui s'appelle Marion, qui est super, hein, mais c'est vrai que c'est long. Et le 20 mai, j'ai mon premier rendez-vous où je vais présenter mon plan détaillé et un premier bout enfin, mon choix de mission et mon plan détaillé. Et je crois un premier bout de livret, je pense. Je sais plus. J'ai d'excellents retours de mon accompagnatrice. Elle est hyper encourageante sur le fond, sur la forme. Et je reconnais qu'honnêtement, tout ce qu'elle me dit sur les pistes d'amélioration, je suis d'accord avec elle et je me dis, ouais, c'est vraiment, j'ai bien fait de prendre l'accompagnement parce que même méthodologiquement, j'apprends des choses et ça m'est utile. Donc, de son point de vue, tout est nickel. Ça me rassure. Le principe, c'est que quand même, une fois encore, c'est mon métier. Donc, je me dis, je suis jugé par des pairs. Donc, c'est forcément que j'ai une pression peut-être encore en plus qu'un candidat qui est en biologie moléculaire, qui lui n'a pas cette méthodologie. Et donc elle me dit, bah ouais, je vais vous envoyer votre plan détaillé à votre. Donc moi, pour moi, c'est OK. Vous pouvez avancer, ne perdez pas de temps, avancez. Et j'envoie votre plan à l'enseignant, le responsable pédagogique du diplôme, pour que lui puisse regarder finalement, vous donner son avis sur la partie pédagogique du truc. Ce qui, moi, je vous rappelle, m'intéresse. Notez-le bien, on est en mi-mai 2019, 20 mai 2019. Alors, je suis quand même surpris par sa façon d'accompagner. Je ne porte pas de jugement, je constate. Parce qu'il n'y a que des retours très généraux. C'est-à-dire, je lui envoie mon livret, elle le lit et elle me fait des feedbacks très, très généraux. Faites plus ça, soyez plus ci, machin. Bon. Comparativement, nous, notre méthodologie cabinet, c'est on corrige le dossier ligne par ligne avec le candidat. C'est-à-dire, moi, ligne par ligne, sur le fond, la forme, je lui dis, tiens, ça, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que tu en penses? Machin, ça pas assez détaillé, explique plus, pourquoi tu fais ça? Comment tu le fais? Vraiment, ligne par ligne, quoi. Alors, je me doutais bien que vu le nombre d'heures d'accompagnement, j'aurais pas ça, parce qu'en plus, bah, ils sont malins, hein, ils mettent toutes les heures d'accompagnement. Un atelier collectif, c'est 3 heures. T'as 3 ou 4 ateliers collectifs, bah, la durée de ton accompagnement, elle est vite utilisée, quoi.
je comprends. Donc, il y a peu de rendez-vous individuels finalement. Et donc, c'est normal aussi qu'elle soit dans une logique plutôt d'expression de retours généraux. Mais je me dis, une fois encore, vis-à-vis de ce qu'on propose comparativement, on n'est pas si mal non plus. Et je me dis que commercialement, c'est intéressant de voir comment fonctionnent les autres accompagnateurs pour valoriser aussi ce que nous on fait. Et je comprends aussi certains retours de candidats qui ont été accompagnés ailleurs, qui viennent chez nous, qui me disent ah ouais non mais c'est génial, votre accompagnement il est vraiment c'est un vrai accompagnement. Oui, mais parce qu'en fait je savais pas ce que les autres faisaient. Moi je pensais que tout le monde faisait comme nous. D'ailleurs, il y a certainement plein de gens qui font comme nous et c'est ok. Moi, j'ai fait un jour un épisode, vous regarderez, sur le choix de l'accompagnateur VAE. Je vous dis toujours de regarder ce qu'on vous propose avant. Et je vous avoue que moi-même, je l'avais peut-être pas si bien fait que ça. J'étais plus préoccupé par le choix du diplôme que par le choix de l'accompagnement. Et je ne le regrette pas parce que dans mon cas, ça n'a pas posé de problème. Bref, on arrive à un premier atelier collectif. Donc là, on est en juin, le 7 juin 2019. Je fais le deuxième atelier collectif, du coup, sur cette fois l'écriture VAE. Comment on écrit en VAE. Je participe. C'est vraiment des pistes intéressantes, à la fois pour moi, pour enrichir mon accompagnement VAE. Il n'y a pas de révolution dans ce que j'apprends, mais en tout cas, je suis content parce qu'il y a des gens présents qui sont dans plein de domaines. Et je vois le poids de la démarche VAE s'abattre sur eux et je me dis, mais ça confirme quand même la difficulté de la démarche. Bon, je trouve que c'est bien de voir plein de gens. Il y avait des gens en biologie, il y a des gens en marketing. Ça crée une émulation. Et moi, je trouve que voilà, c'était sympa, ça motivait. Je comprends aussi mes candidats hein, quand ils me disent ah bah ouais, les ateliers collectifs c'est cool. Oui, je comprends parce que ça crée quand même. On est un peu le sentiment, tous dans le même bateau. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Et à l'issue de cet atelier, moi, je continue à avancer dans mon écriture, dans ma première mission, en prévision de mon deuxième rendez-vous individuel qui a lieu fin juin. Donc, mon objectif, c'est d'aller vite. Je voudrais quand même, pendant que j'ai pas beaucoup de boulot, avancer un maximum parce que je sais qu'à la rentrée, j'ai énormément de travail. Donc, j'avance un petit peu et j'arrive à finaliser à peu près 2 tiers de la première mission pour mon premier rendez-vous, mon deuxième rendez-vous d'accompagnement. Et puis, je me dis, bon, t'enflamme pas non plus trop. T'as toujours pas le retour de l'enseignant, du référent pédagogique du diplôme, ni sur le plan, ni sur l'écriture. Donc, attendons ça. J'ai mon deuxième rendez-vous. Pareil, mon accompagnatrice Marion, très encourageante, très sympa sur la forme comme sur le fond, avec des remarques vraiment pertinentes qui me permettent de bien recalibrer du coup mon écriture. Je corrige un petit peu, et elle me dit j'ai pas de nouvelles du responsable pédagogique, je vais lui relancer, puis je lui joins aussi votre premier écrit, comme ça il vous fera un retour en échange donc du délai, à la fois sur le plan et sur votre écrit de la mission 1. C'est pas prévu, mais il le fera. Donc je dis ok, avec plaisir, je suis content. Moi, je continue à m'inscrire aux ateliers collectifs en attendant, mais je dis mais je mets un peu en stand-by mon écriture parce que tant que j'ai pas les retours, c'est quand même compliqué quoi. Troisième atelier collectif, c'est le numéro 2 sur l'analyse des pratiques. Donc j'ai fait d'abord l'écriture avant de faire l'analyse, mais je m'en fiche, juste des histoires de date par rapport à mon planning. Super intéressant, ça me donne des outils, la dynamique de groupe est bonne, mais il y a moins d'échanges, mais enfin bon, peu importe. Et puis, je suis toujours en contact avec mon accompagnatrice qui me dit je relance, machin, tout ça, bon ok, j'ai pas de nouvelles. Je dis moi il faut que j'avance dans mes ateliers, déjà parce que l'accompagnement s'arrête techniquement en janvier 2020, donc je vais faire mon atelier de prépa jury en novembre. Et elle me dit c'est quand même compliqué, si vous n'avez pas fini votre livret. Je dis ouais, je peux pas finir mon livret tant que j'ai pas l'avis sur le plan du responsable pédagogique. Elle me dit oui, je comprends. Je dis donc écoutez, on va faire le jury, l'atelier de prépa au jury. Puis moi, de toute façon, quand j'aurai fini, j'arriverai à me reprojeter là-dessus, il n'y a pas de problème. Bref, le temps s'écoule, j'ai pas de nouvelles. Et puis finalement, on est en février 2020, le 19 février 2020, 9 mois plus tard après l'envoi de mon plan et 8 mois plus tard après l'envoi de ma mission 1, que j'ai enfin le retour de mon responsable pédagogique du diplôme. Et alors, le retour, il est long. Hein. Ça fait 9 mois, c'est le temps d'une grossesse. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc moi, j'ai quand même mis un peu tout en stand-by. J'ai avancé de temps en temps, mais en me limitant, vous voyez, dans ce que je pouvais faire. Et puis le retour, quand je le lis, hyper positif. Difficile de ne pas valider un plan aussi détaillé, aussi prometteur. En revanche, je constaterai que l'expérience est plutôt relative à la formation plutôt que l'ingénierie. Ça va pas être rédhibitoire, mais il est important de relever ce positionnement qui relève d'abord de l'expérience réelle du candidat à la validation. Donc, je me dis, ok, faut que je vais un petit peu plus accentuer sur la ligne ingénierie. Et puis, comme ça, il sera content. Et elle me met, donc c'est Marion qui m'envoie le livret, elle me met, vous trouverez en PJ votre dossier annoté par l'enseignant.
Et alors, ça, c'est ça qui est juste génial, c'est que le dossier annoté, je l'ouvre et c'est juste un festival de remarques toutes plus ubuesques les unes que les autres. Et je vous ai sélectionné des perles pour vous montrer, enfin pour vous démontrer ce que je vous dis. Donc je vais vous faire des citations, je mets des guillemets comme ça. Décidément votre je sais pas dans l'ordre. Décidément votre subjectivité est bien présente. Deuxième citation, un peu inattendue pour une ingénierie de formation, mais pourquoi pas. On reste encore loin du modèle de Kirkpatrick, mais c'est déjà pas mal. Ça ne s'écrit pas. On préfère l'analyse. Vous êtes sûr de devoir utiliser ce mot, parce que c'était un anglicisme. Très discuté par les psychologues de l'apprentissage, et je les comprends. Je me dis, voilà, je peux pas dire ce que je pense là spontanément quand j'ouvre le livret sur YouTube et en podcast parce que je vais être censuré, mais je me dis, ils vont retirer l'épisode, c'est pas possible. Donc, très objectivement, moi, là, ce que je perçois, c'est du manque de respect. C'est du manque du respect déjà dans la durée de réponse et puis dans le niveau des commentaires. On parlait quand même d'un accompagnement pédagogique. Le niveau des commentaires qui, à part être un peu incisif pour provoquer, pour challenger, je peux comprendre, bah, il est quand même, pour moi, pas au niveau de la réputation du diplôme. Pour autant, on m'avait quand même prévenu que l'équipe pédagogique était un peu, je vais dire, exigeante. Voilà. J'ai pas l'envie d'abandonner du tout, je pense pas. Mais je me dis, bon, c'est clairement un représentant du système éducatif du passé, qui vit pas dans son temps, et surtout, il a zéro capacité d'accompagnement. Comme quoi, on peut être très bon ingénieur de la formation et être très mauvais pédagogue, ça existe. Je le dis très honnêtement parce que je pense lui avoir dit, et je pense l'avoir dit à l'université, donc c'est transparent. Moi, quand je vois toute la bienveillance qu'on met dans nos accompagnements, les encouragements qu'on fait, le travail aussi en termes de feedback, d'appropriation de la méthode, quand je vois aussi l'accompagnement méthodologique que j'avais par ailleurs par Marion, je me dis, mais on est à des années-lumière en fait du truc. Et je me dis quand même à ce moment-là, sur ma propre réflexion, sur ma pratique, je me dis, mais on n'est pas parfait, personne ne l'est. Mais au moins, moi, je peux me regarder dans une glace et finalement, c'est un peu tout ce qui compte. Alors, je vous avoue que là, en termes de courbe de motivation, je suis vraiment au plus bas. Et je pense que mon accompagnatrice le sent parce que dans le mail, elle me propose tout de suite un rendez-vous. Et donc, on fait le rendez-vous. Donc, j'ai reçu ça, je vous rappelle, je crois que c'était le 19 février. Et donc, on se parle le 9 mars, donc quelques semaines plus tard. C'est mon troisième rendez-vous individuel. Et elle arrive, mais hyper enthousiaste sur les retours de l'enseignant. Elle me dit, waouh, c'est génial, il y a vraiment pas beaucoup de retours, votre dossier est super, l'enseignant est bon dans ce qu'il vous dit. Je dis, excusez-moi, pardon, mais je pense qu'on n'a pas lu les mêmes retours. Moi, je suis très dubitatif sur sa façon de faire. Je trouve, très honnêtement, je trouve ça honteux, même je lui dis. Et donc, elle me dit, non, non, elle m'explique, en gros, c'est sa personnalité, il est challengeant, il est exigeant. Ok, je peux comprendre. Moi-même, je suis exigeant et challengeant, mais enfin, je pense qu'en termes de respect des personnes et du respect des travails des personnes aussi, il faut quand même faire attention, quoi. Et enfin bref, donc elle m'encourage, elle me dit non mais vous en faites pas, c'est vraiment positif. Donc je me dis bon, bah, de toute façon j'ai pas d'autre choix que de la croire. Ça me remotive un petit peu très clairement. Je vois aussi le rôle, vous voyez, le rôle de l'accompagnateur, il est important parce que quand on avance dans la démarche, quand on est face à un doute, ce qui était mon cas, je me dis mais est-ce que j'ai le niveau, est-ce que je vais aller au bout, il me descend quand même en flèche, hein, c'est violent quoi. Et elle me dit non, non, ça va, vous en faites pas, au contraire, c'est plutôt bon. Je me dis, mais alors qu'est-ce qui se passe quand c'est pas bon? Qu'est-ce qu'il dit? Bref, ça me remotive, je repars et je me dis, bon bah allez, hop, là il faut clôturer cette mission 1, qu'on en finisse. Sauf qu'on est le 9 mars 2020 et que 3 semaines plus tard, on est en confinement. Le 17 mars, de mémoire, c'est le 17 mars. C'est le premier confinement. Et alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont retrouvés chez eux à pas bosser et à se poser des questions sur le sens de leur vie et leur travail. Moi, j'ai jamais autant travaillé que pendant le premier confinement. Je n'ai jamais eu un rythme de travail aussi fort. Pourquoi? Parce que il y a plein de gens qui ont profité de cette période qui était difficile, qui était lourde, pour se former et pour se faire accompagner à la VE.
moi, j'ai eu, je pense, ouais, plus d'une trentaine de candidats en simultané pendant ces 2 mois de confinement, là, un mois, 5 jours. Vraiment, c'était hyper dense. Je faisais des journées, je me souviens, je commençais à 7 heures, je finissais à 21 heures. Enfin, c'était vraiment des grosses journées. J'enchaînais les rendez-vous. C'était des formats de VAE Express, donc sur 2, 3 mois, je voyais les candidats des fois 2 fois par semaine. Enfin, j'avais vraiment un rythme très fort, très fort. Plus les formations qui ont été maintenues parce qu'il y avait le distanciel quand même. Donc vraiment très compliqué de me focaliser sur le dossier. Puis je n'ai même pas pensé, je dois dire. Je me donne quand même une deadline dans ma tête. Je me dis bon bah là il faut bosser. On a du boulot qu'on bosse. Hein. Quand on est à son compte, c'est aussi comme ça que ça marche. Je me dis moi mon objectif c'est il me reste pas grand chose pour ma première mission. C'est que ça va quand même être de finaliser cet été. Comme ça, la fin de l'année, je la consacre à la mission 2 et je peux déposer. J'ai déjà perdu du temps, donc j'avance. Je vous rappelle qu'au début, j'ai dit j'ai pas de temps, j'ai pas de délai, donc ça c'était bien. Pour autant, je voulais pas non plus que ça prenne 10 ans, quoi. Donc, je me donne ces deadlines-là et je me dis c'est dur parce que bah forcément quand on bosse autant, aussi fort sur une aussi courte période, plus le stress aussi parce que j'avais une salariée déjà, fallait faire les payes et tout, donc par rapport au temps partiel, par rapport à tout ça, je me dis, moi j'ai choisi de ne pas mettre ma salariée à temps partiel, même si elle n'avait pas de travail. Mais du coup, bah, je me dis, parce que toutes les considérations de trésorerie et tout ça, je me posais quand même beaucoup de questions émotionnellement, c'était vraiment une période difficile. Et puis même, c'était une période qui était difficile pour tout le monde, enfin, surtout le démarrage. Voilà. Euh, donc, un petit peu comment je vis le truc. J'avance quand même. Hein, l'été, j'avance un petit peu avant mes vacances, après mes vacances, tout ça. Et du coup, je me dis, allez, te mets pas de pression. Fin août, faut que tu finisses, tu te remobilises. Effectivement, j'ai passé une bonne semaine de vacances à avancer sur ma mission et j'ai fini ma mission 1 à ce moment-là en me disant, bah voilà, c'est bon, mission 1 terminée. Je vais pouvoir passer à la mission 2 de septembre à décembre. Bon, bah, rebelote, hein, il y a eu tout le bordel qu'on connaît. J'ai quand même avancé. Honnêtement, j'ai bien avancé. J'étais plutôt fier de ma mission 2. Il faut dire que comme il s'était quand même écoulé un sacré moment, un sacré paquet de mois, bah moi j'avais aussi amélioré ma pratique professionnelle entre-temps. J'avais aussi plus de recul et plus de hauteur sur bah, mon métier, tout simplement. Donc c'était aussi plus facile d'écrire la mission 2. Et puis donc j'arrive bon an mal an à finaliser ma mission 2, donc je pense en décembre 2020. Et je me dis, janvier, je finalise le livret, j'utilise tout le mois de janvier, je priorise ce truc-là. J'avais beaucoup de travail, mais je me suis imposé des plages horaires pour finaliser mon livret, surtout sur la partie conclusion, la partie première lecture par mes soins, la bibliographie, vraiment des sujets un peu chiants, mais bon, il faut les faire. Et donc, j'ai atteint mon objectif. Le 4 février, j'ai terminé. Je me dis, c'est bon, je ne touche plus à ce dossier, parce que quand j'ai relu l'émission 1, ça vous le fera hein, forcément si vous êtes candidat. Vous avez fini la mission 2, vous relisez la mission 1, vous dites non mais il n'y a rien qui va quoi. Et là je me suis dit non mais stop, j'envoie comme ça. À un moment, il y a quelque chose qui se passe, j'ai remarqué sur les candidats et je l'ai vécu, c'est qu'à un moment on en a marre. Et c'est le moment où on en a marre, c'est le bon moment pour arrêter. Parce qu'en fait, vous avez ce truc de vous dire, OK, c'est bon, j'accepte l'imperfection de mon dossier et je suis capable d'aller le défendre. Voilà. Et c'est comme vraiment l'état d'esprit dans lequel j'étais en me disant, OK, la mission 2, j'en étais super fier, j'étais vraiment content, la mission 1, un peu moins, mais elle tenait quand même la route, et puis il me l'avait quand même validé, en tout cas, il m'avait dit sur quoi travailler, ce que j'avais fait. Et donc, je dis, bah, j'envoie mon dossier maintenant à 3 personnes dans mon entourage pour le relire. Donc, j'ai choisi mon ex-conjoint, qui était enseignant pour la partie vraiment faute, d'orthographe et tournure de phrases. J'ai choisi ma coach, qui est également accompagnatrice VAE, ma chère Christine, pour relire sous l'angle accompagnement VAE qu'elle me fasse son tour. Et puis j'ai choisi également une amie, Séverine, que vous connaissez, puisqu'elle est intervenue sur cette chaîne, sur l'épisode sur la voix. Ça m'intéressait d'avoir son regard parce qu'elle était plus sur la formation. Donc comme ça, j'avais vraiment la partie formation, la partie VAE, et donc 2 experts métiers, et puis bah, la partie orthographe, quoi. Et donc j'ai envoyé mes 3 versions en faisant un espèce de rétro-planning pour tout le monde, pour pas que ça se télescope et tout ça, que je puisse corriger au fur et à mesure. J'ai organisé des débriefings et tout ça. Et donc j'ai réussi à envoyer mon livret du 19 février à l'Université de Strasbourg.
envoie du livret, des pièces, des pièces annexes, etc. Et donc, ils m'ont convoqué pour le jury le 7 avril, donc ça s'est fait relativement vite, 7 avril 2021. Donc, on était encore dans la période un peu Covid, machin, tout ça, c'était moins, mais c'était quand même encore un petit peu. Et donc, c'était un jury en visio, conférence. Moi, ça m'arrangeait bien parce que je me suis dit, au moins, je suis chez moi, dans mon espace, c'est plus facile en termes d'expression, de stress. Et puis, j'ai l'habitude d'animer à distance. Mes accompagnements VE, je les fais à distance. Mes formations, j'en fais quand même beaucoup à distance. J'en fais déjà depuis 2017, on fait déjà beaucoup de choses à distance. Donc forcément, en plus avec le Covid, bon, c'était vraiment rentré dans les mœurs. J'ai déjà eu l'occasion de reparler du jury, donc je vais pas en faire des caisses, mais c'est toujours utile de vous donner le truc. Donc moi, j'avais un jury composé d'un président qui était un prof je crois, de marketing sportif ou de sport dans le marketing, un truc comme ça, trois rapporteurs, et puis une personne chargée de représenter la cellule VAE, donc une personne administrative. Donc j'avais 5 personnes pendant mon jury, et parmi les rapporteurs, j'avais 2 professeurs du diplôme, dont mon responsable pédagogique qui m'avait accompagné, et puis un autre enseignant, et puis un professionnel de mon domaine qui est consultant dans la formation et coach également. Et donc, voilà, on me connecte, ils ont une plateforme, tout ça. Alors, tout de suite, on me pose le cadre du jury, on m'explique comment ça va se passer, voilà, bon, ce que j'ai l'habitude, hein, il n'y avait aucun scoop le jury. Bon, je les trouve plutôt souriants, courtois, voilà, et donc on commence, voilà, par quelques questions. Donc des différents rapporteurs. En fait, c'est les 3 rapporteurs qui posent les questions. Donc, je crois que je crois que qui a commencé, oui. Le premier qui a commencé, c'était le responsable pédagogique du diplôme. Et alors là, il était fidèle aux remarques qu'il a fait dans son écrit. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Il m'a posé la fameuse question, vous problématisez du niveau de BFM TV, enfin l'affirmation. Hein, d'ailleurs, il m'a pas posé la question. Oui, vous problématisez. Non, c'est lui qui a terminé. Excusez-moi, parce que je reprends mes notes, j'ai pas écrit ça. Non, voilà. On a commencé par le premier enseignant du diplôme. Alors, je sais plus. Enfin, peu importe. Bon, donc l'enseignant, là, le référent du diplôme, il était au milieu. Lui. Voilà, c'est ça. C'était le deuxième. On a commencé par, je vais faire dans l'ordre, excusez-moi, pardon. Je vais faire dans l'ordre. On a commencé par mon confrère, c'est-à-dire le professionnel, qui lui a été charmant, vraiment hyper bienveillant dans ses questions, hyper sympa, plus même dans l'état d'esprit de partager sa pratique et d'avoir la mienne en fait. Donc c'est vraiment un échange entre pairs comme on en fait rarement, hyper intéressant. Il m'a même donné des conseils que j'ai pris avec vraiment, enfin voilà, bienveillance. J'ai trouvé ça plutôt positif, même ce qu'il disait, il avait raison. Donc, c'était vraiment bien. J'ai apprécié cet échange de quelques minutes seulement. Et puis après, donc il y a effectivement eu l'enseignant du diplôme qui, alors, commence tout de suite par une appréciation. Alors, au-delà même des questions, c'est bizarre. C'est, j'ai apprécié votre dossier, il est complet, détaillé, d'ailleurs un peu trop. D'un point de vue universitaire, je suis déçu pour la problématisation et conceptualisation avec cette fameuse phrase euh, vous problématisez du niveau de BFM TV. Alors, je vous ai dit, je connaissais sa personnalité et heureusement que je la connaissais, je pense, parce que du coup, je savais comme il était, hein, je l'avais bien vu dans son livret et dans les remarques qu'il avait fait. Et puis, mon accompagnatrice Marion m'avait prévenu. Il est un peu, voilà, comme ça. Donc, ça m'a pas forcément surpris. Je m'y étais aussi préparé. Et puis, je sais, je pense maintenant, avec l'expérience, le recul, la plupart du temps, savoir garder mon calme. Je sais pourquoi, je savais pourquoi j'étais là. Je savais que c'était aussi une représentation. C'est une prestation de théâtre en oral. Et donc, voilà. Donc, il m'explique ça. Donc, bon, j'essaye de dédramatiser. J'essaye de, voilà, de lui demander, quels étaient les attendus, si j'y ai pas répondu, tout ça. Alors, tout de suite, il me dit oui, mais vous avez répondu, tout ça. Donc, bon, bref. Le deuxième enseignant, des questions inutiles, rien à voir avec le schmilblick, aucun intérêt. J'ai pas compris. Je pense qu'il avait pas lu mon dossier. Je ne sais pas. Et puis bon, après, c'est pas grave, c'est pas gênant. Moi, c'est vrai que ce qui m'a fait bizarre, c'est qu'il me pose des questions sur la conception d'un diplôme. Moi, je ne suis pas concepteur d'un diplôme. Je suis accompagnateur VAE, formateur, coach, si vous voulez, bien sûr, mais c'est pas moi qui conçois les diplômes, quoi. Mais après, je suis à la disposition de ceux qui les conçoivent pour les aider, hein, s'ils le veulent. Mais enfin, voilà, je trouve ils étaient un peu perchés par rapport à leur dimension. Enfin bref, l'oral se déroule bon an mal an comme ça. Je fais ma petite présentation dans 5 minutes. Après, j'ai ces échanges avec le jury. Bon, sympa. Enfin, sympa. Je pense que je me suis quand même pas énervé, mais je pense que j'ai été assertif, c'est-à-dire j'ai dit quand même les choses. Je pense que j'ai expliqué qu'il y avait un décalage entre leur discours et puis la réalité du terrain. Moi, ce que je vivais avec mes candidats au quotidien, ce que je voyais dans les faits.
pas sûr que ça leur ait beaucoup plu, mais en même temps, c'est aussi ce que je pense et je suis là pour dire qui je suis. Donc voilà, et donc ils se réunissent quelques minutes, ça n'a pas duré longtemps, ils me font revenir après donc dans la salle virtuelle, hein, ils me font revenir et ils me disent voilà, ils m'annoncent, on ne tourne pas autour du pot, le président du jury, prof de marketing sportif, là me dit on va pas tourner autour du pot, on vous attribue le diplôme avec une mention assez bien, voilà, pour reprendre la classification des diplômes, c'est donc assez bien, ok. Bon, il y a eu un beau feedback positif. Alors, d'ailleurs, ça m'a un peu surpris par rapport à la tenue des échanges. Ça a été pas, ça a été un peu viril quand même. Hein. Je me suis pas laissé faire. Je suis quelqu'un de gentil, mais je suis pas quelqu'un qui se laisse marcher dessus. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Donc je me suis défendu, puis je me suis défendu rationnellement, avec des arguments, avec des faits. Donc voilà, en tout cas la démarche scientifique, elle était là. Euh, Ils m'ont félicité d'avoir mené à bien ce travail, en tout cas à son terme, la façon qualitative, voilà. Ils ont dit que sur une réserve qui était relativement prévisible et sur la plupart des candidats à ce diplôme, c'était que la partie problématisation, modélisation, c'était compliqué, mais que tout le reste compensait largement et toutes mes autres compétences compensaient. Et puis ils m'ont invité à continuer mon plan de développement de formation, ce qui a fait que j'ai continué ensuite en coaching professionnel et puis que je vais bientôt vous annoncer une autre nouvelle. Donc voilà, un bon retour somme toute. J'ai reçu l'avis, voilà, donc on s'est déconnecté, puis j'ai reçu l'avis le lendemain, mon accompagnatrice, un petit message de félicitations, et puis la cellule VAE, etc. Donc voilà, c'était un petit peu la démarche comme je l'ai vécue. Moi, si je devais tirer des enseignements de cette démarche, je pense que je dirais de l'avoir vécu de l'intérieur, c'est vrai que c'était à faire. Je pense que ça m'a aidé à être un meilleur accompagnateur VAE. Et puis aussi aujourd'hui à mieux accompagner mes coachs VAE parce que je peux leur faire part de ma vision, de mon expérience, de mon vécu, quoi. Et ça, je trouve que c'est quand même hyper important et hyper utile, quoi. Voilà, donc dans les apprentissages plus pragmatiques, je vais quand même vous lire rapidement ce que j'ai retenu et ce que j'ai mis dans ma conclusion parce que je pense que c'est quand même important d'avoir cette vision-là. Je la retrouve juste. Euh, Moi, comment j'ai mis donc d'abord ce que ça m'avait apporté. C'est vrai que ça m'a apporté la prise de conscience de la difficulté. De la difficulté. Je le savais, hein, je le mets dans ma conclusion. Je savais que c'était dur une démarche de VAE, mais avant de l'expérimenter soi-même, on peut pas se rendre compte à quel point. Et c'est pour ça que souvent, vous, quand vous m'écoutez, vous me regardez avant de la vivre, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Voilà, à quel point c'est dur, c'est challengeant pour soi. Et je l'ai mis, le premier renseignement que je tire de cette démarche, c'est l'humilité. L'humilité devant la difficulté de la démarche, parce que effectivement, c'est une chose de dire attention les gars, ça va être dur, et de le vivre soi-même et de se dire ah, c'est vraiment dur quoi. Alors c'est dur aussi par rapport à mon niveau d'exigence, par rapport à toute la pression que je me suis mis sur je suis moi-même accompagnateur VAE, donc forcément que ça compte. Ça m'a permis d'évoluer d'évaluer, oui, et d'évoluer dans ma posture d'accompagnateur VAE et globalement de formateur. Parce que forcément, j'ai gagné en pratique. Hein. Je savais pas ce que c'était que la modélisation, la problématisation. Et même s'ils disent que je problématise du niveau de BFM TV, je pense que j'ai gagné là-dessus. Je préfère une vidéo là-dessus si vous voulez un jour. Et puis, le dernier enseignement, ça a été la gestion timing, quoi, de l'organisation personnelle qu'il a fallu faire. Quoi. Et ça, c'était vraiment des apprentissages intéressants et importants qu'il fallait que j'expérimente à ce moment-là, en plus de ma carrière, entre guillemets. Donc, je suis content de les avoir faits. Je suis content d'avoir fait cette démarche. Aujourd'hui, c'est un vrai plus et dans les annonces que je vais prochainement vous faire, vous allez voir que ça a compté forcément. Euh, donc voilà, un petit peu mon retour d'expérience. Ce sera à refaire, je le referai. Je le referai peut-être différemment, en exigeant peut-être plus de choses de la part de l'université, en tout cas au niveau de l'accompagnement, et puis en peut-être faisant un feedback sur l'accompagnement vécu aux responsables pédagogiques, parce qu'après tout, c'est facile de donner des leçons. Alors, c'est quelqu'un qui était déjà un peu âgé quand on s'est vu, hein, mais je pense qu'il y a une façon de faire, une façon de voir. Et moi, ça m'a appris parce que je considère qu'on apprend de deux choses, enfin trois choses. Ces échecs, c'est une chose, euh, qui sont des apprentissages, de nos modèles.
des gens qui nous inspirent. Tous les jours, moi, j'ai des gens qui m'inspirent et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Je me dis, tiens, il y a des bonnes choses à apprendre. Et on apprend aussi de ses contre-modèles. Et pour moi, j'ai eu un beau contre-modèle pendant cette démarche. Je ne lui en veux pas du tout. Au contraire, il m'a permis d'être encore meilleur que ce que j'étais. Donc, je lui en suis reconnaissant. Mais c'est vrai que ça m'a challengé. C'est vrai que ça a été difficile à vivre. Et du coup, je me dis, bah ouais, euh, j'essaye d'accompagner différemment depuis. Voilà. Enfin, différemment. J'ai toujours été bienveillant dans mes accompagnements, hein, mais je pense que je prends encore plus de forme et de rondeur quand il y a des choses qui vont pas. Voilà. Ce que je peux vous dire. Merci Tania de m'avoir inspiré cet épisode. Merci à vous tous de nous être toujours plus fidèles. Et puis ben voilà, épisode un peu long. J'espère que ça n'a pas été trop saoulant, mais j'espère que ça vous est utile. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, pour un nouvel épisode du Conseil de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À très bientôt.